Fouh! Cette Coupe du Monde avec le Panama, j'aurais jamais cru que c'était aussi fatigant. Heureusement, je reviens aux fondamentaux avec Bug et c'est parti. Oui, je suis de retour. Vous avez bien reconnu ma voix suave. Merci les fans en délire. J'étais absent lors de la dernière émission et Bastien et Seb ont très bien géré le petit truc. J'étais effectivement en pleine préparation sous le pseudonyme de Armando Cooper dans l'équipe du Panama. Bon, écoutez, vous avez vu le résultat, alors qu'il est, on a pris 2 défaites. C'était pas Jojo, mais on a pu mettre le public en délire quand même cet après-midi. Mais bon, trêve de blabla. Aujourd'hui, on revient au 7e art et également à la série télé avec un programme qui est encore chargé. Je suis accompagné des 2 fidèles bretteurs de cette émission que sont Seb. Salut Seb. Salut les campeurs et bienvenue sur ce nouveau numéro de Bug un peu spécial aujourd'hui car nous allons vous proposer un contenu différent, dirons-nous. Soit 2 émissions en une, et ce à cause de vous. Les votes pour faire revenir ou non Tony étant de 50-50, donc impossible à départager. Résultat, pour satisfaire tout le monde, je propose une émission alternative qui aura lieu en même temps que l'autre. Bref, pour m'accompagner dans la meilleure émission des 2, puisque Tony n'y sera pas, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les petits cons. Bienvenue dans Bug, l'émission qui donne son avis sur ce qui est bien ou naze en cinéma, en série télé. On ramène notre science, on donne des leçons aux autres. Alors oui, on a peut-être juste quelques diplômes, mais par chance, on arrive à se nourrir par nous-mêmes avec des cookies. Donc ça va, on peut faire notre petite révolution dans le monde du podcast. Hey Manu. Je te calme. C'est quoi ces préjugés? Je fais une imitation de Christine Angot, voilà, merci. Mais t'es prêt pour démarrer l'émission, Bastien? Je suis prêt. Bah alors on peut y aller. Hein. Alors, c'est parti. De mon côté, je vais vous parler de L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci qui vient de sortir dans une excellente édition chez l'excellent éditeur Artus Film, rien à voir avec le comic. Et Seb, c'est quoi du coup le programme de ton émission? Je crois qu'il ne t'entend pas, Ken. J'entends des bruits bizarres. Qu'est-ce que tu dis, Bastien? Parce que j'ai l'impression que tu parles à quelqu'un, mais je comprends pas ce qui se passe. C'est ton émission parallèle, si j'ai bien compris. D'accord. C'est ça. Il se passe un truc. C'est pas grave. Ok, très bien. Bon, écoutez, on verra pour le programme de l'émission de Seb, hein, vous écouterez par vous-même. Donc moi je vais commencer par L'Enfer des Zombies. Donc Lucio Fulci, le maître transalpin de l'horreur bien gore, bien dégueulasse comme on l'aime, avec les tripailles à l'air et les boyaux qui coulent de partout, qui vient de sortir, donc je pense qu'il y a maintenant un petit mois de cela, chez Artus Film, dans une édition muy excellente. Alors déjà dans un digibook, je suis pas sûr que ce soit le digibook plutôt le terme, parce que ça se présente sous un format Blu-ray livre, accompagné également du DVD. Bon, alors ça c'est complètement inutile pour ceux qui achètent l'édition, parce que forcément c'est plutôt le Blu-ray qui nous intéresse. Le DVD, je sais pas pourquoi ils le mettent, mais ils le mettent quand même. Donc voilà, il y a un petit livret à l'intérieur qui fait quand même ne serait-ce que 80 pages et qui est très complet, qui nous retrace un peu l'historique du film de zombies italien, parce que oui, L'Enfer des Zombies, comme son nom l'indique, parle un petit peu de zombies. Donc c'est sorti en 1979 pour profiter du succès du zombie de George Romero, qui était, si je vous le rappelle, remonté par notre ami Dario Argento pour sa sortie européenne. Dario Argento qui à l'époque était un des grands noms aussi de l'horreur internationale. Et donc les Italiens toujours aussi roublards, surtout à cette époque, après les westerns, les polizieschi, les péplums et compagnie, ils ont vu que le cinéma d'horreur commençait à bien marcher et se sont dit on va y aller. Et donc ils ont fait plusieurs vagues, les cannibales ont très bien marché, avec des cannibales holocauste, j'en passe, et des biens crados. Et les zombies aussi s'y sont mis. Et donc L'Enfer des Zombies, c'est un des premiers de cette grosse vague. Et Lucio Fulci sortait d'une période un petit peu creuse. Il était un peu au creux de la vague. Et donc pour se relancer, lui échoua ce petit projet écrit par un des scénaristes phares de l'époque italienne, Dardano Sacchetti, même s'il n'est pas crédité au générique pour des problèmes, je pense, d'impôts et compagnie. C'est le nom de sa femme qui est crédité au générique. Voilà, ça fait partie des petits secrets. C'est un peu le Balkany italien. Voilà, c'est ça, surtout quand on voit son interview qui fait quasiment 40 minutes dans les bonus, où le bonhomme n'est pas avare d'anecdotes, mais où il arrange aussi beaucoup la réalité du bousin, et sans vouloir faire de clichés primaires ou quoi que ce soit, c'est un Italien pur jus. Le mec, il raconte vraiment comme il veut l'histoire, et il la réécrit allègrement, je pense.
Ouais, donc Deadpool 2, ça va aller assez vite parce qu'en gros, ce que vous pensez du premier définira assez bien ce que vous allez penser de ce second opus. En majorité, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une autre émission en même temps là, tu peux pas. Ah, pardon. Moi j'aimais bien, hein. Franchement je trouvais que c'était pas mal pour maintenir l'éditeur en éveil, pour qu'il ait comme ça deux côtés, c'est bien. Et alors donc l'histoire de l'enfer des zombies, je vais vous la faire très brièvement parce que bien entendu c'est pas vraiment par son scénario que le film va briller et va rester dans l'histoire, parce que oui il est resté dans l'histoire, hein, n'en déplaise à ses détracteurs. Le pitch est un bateau qui arrive en baie de New York et à son bord un espèce de gros machin un peu obèse qui n'a pas l'air très, très vivant et pas non plus très mort. Et la police monte à bord de ce bateau et donc se fait trucider, voilà. Et on découvre que la fille du propriétaire de ce bateau est à New York et donc elle part avec un journaliste sur une île paradisiaque des Caraïbes pour retrouver le père à qui appartiendrait ce bateau. Et nous voilà pour le pitch de ce film qui va donc durer après pendant une petite heure et demie sur ce maigre canevas d'histoire. Vous me direz, on n'est pas là pour voir du Shakespeare. Donc pourquoi l'enfer des zombies, c'est bien, et pourquoi je vous le recommande ? Eh bien parce que Fulci, il s'est trouvé avec ce genre, il s'est trouvé, il a un cadre, c'est filmé en scope, c'est magnifique, et franchement l'image est superbe, en plus restauré en 2K, là sur le Blu-ray, il y a des plans qui sont absolument à tomber, beaucoup de plans avec des décors dont Resident Evil 5, le jeu se rappellera et pompera allègrement si je ne m'abuse, c'est le 5 hein, qui doit se passer... ouais voilà c'est ça, donc là on est dans les Caraïbes mais pour le 5 c'était pour l'Afrique, mais c'est un peu la même ambiance. Et Fulci revient au mythe originel du mort-vivant avec le vaudou et toutes ces traditions un peu ancestrales qu'on ne connaît pas trop encore chez nous, j'ai envie de dire, et c'est pas très grave. Seb, Deadpool 2 peut-être. Donc, c'est peut-être pas pour les fans de Star Wars parce que on est un peu comme les supporters de foot au final. Hein. On parle plus souvent des cons, mais il y en a des biens, ils sont cachés. Bref, mangez-en du Solo. J'imagine pour ceux qui font des avancées dans le podcast pour essayer de savoir où on en est dans l'émission, ils vont être totalement paumés. Eh bien, la prochaine. Et on se retrouve d'ici 15 jours. Allez, salut. Hey, salut. C'est dommage du coup de se taper le sidekick rigolo qui est juste ultra pénible dès qu'il ouvre la bouche. Faut arrêter de vouloir foutre de la comédie partout, ça devient vraiment invivable. Fort heureusement, ça gâche pas trop le plaisir de Jurassic World. Donc le 2.35, effectivement, c'est un format qui se sied bien aux décors qui sont absolument magiques. Et Fulci va insuffler dans sa mise en scène des séquences qui vont devenir absolument mémorables. Alors je vais pas trop vous griller les trucs, mais il y a quand même des séquences qui vont rester un peu dans l'eau. Je pense à un œil qui va se prendre une petite écharde, des gorges qui sont un peu tranchées. Il y a un siège qui est organisé dans un hôpital désaffecté très putride, avec une atmosphère vraiment très sympa, beaucoup de sable. Enfin voilà, ça se passe de nuit, c'est superbe. Franchement, je trouve ça magnifique. Et au-delà de ça, on a des acteurs, on s'en fout. Les dialogues, on s'en fout, et on pourrait considérer presque que Fulci, dont c'est le premier grand film, parce que ce qui suivra derrière n'est pas vilain non plus, hein. Peut-être que j'y reviendrai quand il y aura la sortie de l'au-delà, de Frayeur et autres, la maison près du cimetière. Donc voilà, je vous ai cité un peu le quatuor infernal de Fulci à cette époque-là. En plus, ça a été tourné genre sur 3 ans, tous ces films. Et donc là, c'est le premier jalon de cette saga, avec une équipe qui ne variera quasiment plus par la suite. Alors donc j'ai déjà parlé de Dardano Sacchetti au scénario. À la musique, on a l'excellentissime Fabio Frizzi, hein, qui sur chaque film arrivera à composer un thème absolument inoubliable et franchement qui dépasse de la tête et des épaules tout ce que les Gobelins ont pu faire pour Dario Argento. Ça c'est mon avis personnel. À la photographie, on retrouve l'excellentissime aussi Sergio Salvati, hein, qui au niveau du cadre et de la lumière fait un travail assez inouï. Et aux effets spéciaux, la légende Gianetto De Rossi, qui a
pareil, qui a œuvré sur une foultitude de projets de films italiens de cette époque, hein, les films de Cannibal et compagnie, et dont l'ami Alexandre Aja se souviendra pour Haute Tension, et donc qui en signera les effets protesthétiques, ou je ne sais plus comment on dit, enfin les effets de prothèse, et tout ce qui est effet gore, et les hectolitres de sang qui seront déversés dans ces films. Je pensais que Seb allait parler de Deadpool 2, mais non. Et on se retrouve dans 2 semaines, évidemment. Bonne semaine, les enfants. Bonne semaine. Et c'est une sortie Netflix, qui est sortie dernièrement. Il n'y a pas trop de Netflix là aujourd'hui. Non, pourtant c'est un documentaire. Hein. C'est un document. Voilà. Une petite imitation peut-être de Kevin Feige. Doctor Who peut-être. Bon, donc je reviens, je vais conclure vite fait sur l'enfer des zombies parce qu'il faut vraiment que vous le voyez. Procurez-vous l'édition. Il y a des bonus qui sont franchement sympas. Il y a donc le petit livret, je vous l'ai déjà dit. Il y a Lionel Grenier qui est un peu, j'ai envie de dire, la sommité française sur Lucio Fulci, qui s'occupe du site français luciofulci.fr, qui est très bon. En revanche, le problème c'est que quand il a son petit bonus à lui, son ton est un petit peu monocorde, et c'est bien dommage parce que ce qu'il raconte est absolument passionnant, et qu'effectivement le mec c'est l'encyclopédie quoi, sauf que sa façon de le dire est peut-être pas très judicieuse. J'espère qu'il pourra corriger ça sur les prochaines éditions Blu-ray, donc des films qui sortiront. Et voilà, donc que vous dire encore de plus sur l'enfer des zombies. C'est un jalon pour moi c'est un film qui a énormément compté. Je l'ai découvert en DVD à l'époque quand il était sorti chez le défunt label éditeur de films français Neo Publishing, qui a sorti à une époque une pelletée de films essentiels, surtout des films italiens de ces débuts des années 80 et fin 70. Et donc là, Artus a récupéré les droits et va sortir Petite Salve. Donc je vous ai dit, l'enfer des zombies là est sorti. Il y aura l'au-delà qui va sortir début juillet. Je crois que suivront Frayeur et peut-être même La Maison près du cimetière, si je ne m'abuse. Donc après, je ne sais pas s'il y aura d'autres films à sortir dans la collection, mais le premier disque, alors je sais qu'il y a eu des petites polémiques sur le net qui ont considéré que le packaging n'était pas judicieux. Alors certes, effectivement, cette espèce de rangement où il faut glisser le disque pour le retirer ou pour le remettre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est toujours très fragile, mais bon, si on n'est pas un gros bourrin, je pense que ça tient largement. Ensuite, il y a aussi des gens qui ont chicané sur l'état de l'image, qui est quand même remasterisé en 4K et que moi je trouve absolument superbe. Je pense que les teintes ocre de Salvati ont été respectés, que pour ceux qui ont découvert le film sur pellicule, ils doivent être ravis de revoir un peu cet aspect du film. Et voilà, et puis alors, juste pour conclure, en vous en rêver, que si vous n'avez jamais vu le film, mais qu'en même temps vous n'avez jamais vu un zombie se battre contre un requin, et bah écoutez, c'est exactement ce film qu'il vous faut. Parce que oui, effectivement, il y a un zombie qui se bat contre un requin à un moment, et sur la musique de Fabio Frizzi, croyez-moi que c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. C'est ce que j'allais te dire, c'est quand même l'une des 3 meilleures scènes de requins de l'histoire du cinéma quand même. Alors effectivement, les 2 autres étant Batman 66. Ah merde, il y en a 4. Alors vas-y, annonce les autres. J'avais Peur Bleue avec Samuel Jackson. Ouais, et puis Shark Attack 3, l'attaque du petit bateau et de l'hélicoptère bouffé par le mégalodon. Et effectivement, et donc la scène du requin dans le Batman de Leslie Martinson. Pour les grands connaisseurs de nanar, allez-y. Bastien, alors donc l'enfer des zombies, 2-3 trucs à rajouter, j'imagine. C'était surtout ça que je voulais rajouter, parce que je me suis dit, il va pas parler du requin, parce que moi je l'ai pas revu en fait depuis l'époque de la sortie DVD Neo Publishing, moi c'est le souvenir le plus précis que j'ai avec le tout dernier plan du film, qui est quand même assez énorme. Effectivement. Qui n'était pas prévu à la base en plus. Hein. Je crois qu'on apprend ça dans les bonus, c'est que le scénario ne faisait pas mention de cette scène finale. Je sais pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous attendez pas à tomber de votre chaise. Hein. C'est pas non plus une scène finale de ouf. C'est juste que les plans sont sympas. Quoi. C'est pas la fin de la planète des singes. Quoi.
Et puis, ouais, bah, moi, c'est surtout l'ambiance des films de Fulci que j'adore, avec bah, forcément la musique de Fabio Frizzi, où c'est un duo un petit peu comme, bah, toute proportion gardée, Léon et Morricone, je trouve, où tu sens une symbiose entre les deux, entre le visuel et la musique, et ça donne vraiment une patte à chacun des films, quoi. Seb, t'as pas vu le film, alors donc non. Non, mais Seb, je crois qu'il ne voudra pas te répondre du tout. Je ne comprends pas cette émission alternative. Bastien, tu parles dans le vide, je comprends pas à quoi tu réponds exactement, c'est très étrange. Et donc il y a aussi des bandes annonces sur le... Comme sur les cassettes vidéo. Les bandes annonces d'époque sont également sur le Blu-ray. Donc bah écoutez, voilà, je pense qu'on peut pouvoir passer maintenant à l'autre émission du Monde Parallèle, où c'est Seb qui parle des blockbusters de l'actualité internationale. Seb, c'est à toi. Et oui, re-bienvenue dans la bonne émission, celle qui est sympa et attrayante, avec des films que vous avez vus ou que vous allez voir, contrairement aux trucs de zombies qui n'intéressent personne, sauf les gens qui ont envie de dire du mal du cinéma actuel. Peut-être à raison, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, de toute façon, si c'était Tony qui en parlait et qui aimait, c'est que c'est de la merde. Donc Deadpool 2, bah ça va aller assez vite parce qu'en gros, ce que vous pensez du premier définira assez bien ce que vous allez penser de ce second opus en majorité. Hein. Donc pour faire simple, bah, c'est toujours aussi surestimé quoi, hein. C'est sympa mais ça pisse jamais vraiment loin. Il y a des gags imparables, des vannes qui marchent à mort et quelques séquences jouissives, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand chose à grignoter. Je pense qu'un bon film Deadpool peut voir le jour, le problème c'est que pour le moment ils veulent juste faire des comédies. Sinon au niveau du film, c'est réalisé par David Leitch, je suis pas sûr de la prononciation, à qui on doit la moitié du premier John Wick, c'est déjà pas glorieux, ainsi que la globalité de Atomic Blonde, ce qui n'est pas très loin d'être une catastrophe. Attends, les mecs ils font des moitiés de films ? Bah c'était co-réalisé. Ah bah oui. Ouais, donc ok. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas intervenir pendant mon émission, monsieur Tony, je n'ai pas intervenu pendant la vôtre. Très bien. Tu sens que suite au succès du précédent, le budget a bien pété et ça joue un peu contre lui. Mais c'est pas trop le problème. Le vrai souci, c'est que le film a perdu son effet de surprise. T'as plein de gags qui sont à la limite du pompage du premier, et même si un ou deux me font beaucoup marrer, tu vois à la limite du truc très vite. L'autre problème, c'est qu'il est beaucoup trop long. Ça fait 2 heures, là où le précédent tenait sur moins d'1h50. Et en coupant le pire du film, tu gagnais facilement 20 minutes. Et le pire du film, c'est une tentative de créer de l'émotion. Ce qui, généralement, n'est pas un truc que je reprocherais à un film. Mais là, vu ce qu'il raconte, bah, les mecs, virez-moi tout ça, quoi. C'est long, lent et chiant. C'est du forcing émotionnel. Mais ça ne marche jamais, là où, étrangement, la relation de couple entre Wade et sa meuf dans le précédent film marchait. Ici, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment du gros forcing pour essayer de te tirer les larmes. Niveau perso, bah Cable est très décevant alors qu'il était quand même déjà annoncé depuis la scène post-générique du premier film, hein. J'en ai pas eu grand chose à foutre de lui pour tout dire, mais Domino est formidable. Elle a une séquence bien jouissive à souhait, justement un des trucs où tu vois qu'ils ont mis du pognon, alors que les CGI sont vraiment pas terribles, mais je l'oublie volontiers parce que la scène en elle-même est vraiment très cool. Dernier point, après ce Deadpool 2, ça fait un moment qu'un film X-Force était annoncé, et dès le premier trailer, on nous vendait la fameuse X-Force dans ce film. Et c'est là que je trouve ça vraiment très bien. En fait, c'est du putain de troll. Et je vous spoil un peu le truc, mais c'est pas trop grave, parce que je pense que tous ceux qui voulaient voir le film l'ont déjà vu, et ceux et les autres, ils en ont strictement rien à foutre. En fait, je trouve ça génial, parce que c'est juste un gros gag à la con. Les mecs, ils arrivent, et ils meurent dans la scène d'après. Tous. Et ça inclut un caméo d'1 seconde de Brad Pitt. Donc, à part Domino, les autres, c'est juste un gag, et j'ai trouvé ça très fort. Donc voilà, Deadpool 2, c'est sympa, mais c'est vite oubliable. Bastien, t'avais pensé quoi du premier ? À mon avis, t'avais pas adoré ? Je m'en souviens assez peu. Voilà. J'avais trouvé ça faussement cool et assez insupportable. Ouais, moi j'avais adoré. Ça m'étonne pas. Ouais, en fait, c'est un peu le problème. C'est dommage. On te vend un film extraordinaire, etc. Mais derrière, c'est juste une comédie un peu potache à la Ted, et ce genre de truc, quoi. C'est sympa une fois, et la deuxième vision, je trouve que ça retombe déjà beaucoup. Bah voilà. Maintenant, on va passer sur Solo, A Star Wars Story. Je vais volontairement faire l'impasse sur les problèmes de production et le départ des réals, parce qu'au fond, bah, on s'en branle, c'est le produit fini qui nous intéresse. Rogue One avait Est-ce que tu peux placer le nom de l'acteur principal le plus possible, s'il te plaît ? Alors, il n'est pas noté une seule fois, je vais aller chercher, parce que j'ai... Alden Ehrenreich. C'est pas facile, hein. Non, je l'adore.
Oui, c'est vrai. Donc, comme je disais, c'est le produit fini qui nous intéresse. Rogue One avait eu ses problèmes, ses reshoots et son autre réal qui était venu pour terminer le film. Et le résultat était plus que bon. Et donc là, on a un autre problème, c'est qu'un film sur la jeunesse de Han Solo, perso, j'en avais strictement rien à foutre, quoi. À part faire du fan service en balançant le run de Kessel ou ce genre de truc, à quoi bon? Et encore, je parle de fan service parce que c'est ce que tout le monde dit pour critiquer. Mais à partir du moment où le fan te dit que non, c'est de la merde, le faire, c'est pas du fan service. Bref, j'en avais rien à branler jusqu'à la première bande-annonce qui m'a étonné. Il y a une ambiance de western qui m'enchantait et leur relation entre Han et Chewie m'avait l'air tout à fait réussie. Et c'est, je trouve, le plus important dans ce film. Donc le film en lui-même, il est vraiment très sympa. Il y a une bonne ambiance, une bonne énergie. Chewbacca vole le film tant il est excellemment réussi. Et les passages obligés sont eux aussi réussis. Le fameux run de Kessel dont je me foutais de voir, c'est un des moments de divertissement que j'ai le plus apprécié cette année au cinéma. Petit aparté rapide, pour les non-fans de Star Wars, le run de Kessel est un événement dont on parle dans le tout premier film de la saga et qui a fait la réputation de Han Solo. Bref, la rencontre avec Chewie est réussie, leur relation est réussie, le run de Kessel est réussi, Lando est réussi, et on retrouve l'ambiance western de la bande-annonce pour quelques séquences vraiment cool, dont une attaque de train très réussie elle aussi. Après, ouais, il y a des trucs cons. Par exemple, le nom du gars, c'est Han Solo. On ne se pose pas de questions, c'est son nom depuis 40 ans. Plus de nos jours, on doit tout expliquer aujourd'hui, donc on nous explique d'où vient le nom Solo. Et putain, qu'est-ce que c'est naze. Après, en fait, c'est parce qu'il passe à un truc et il est tout seul, alors on dit, ouais, c'est Han Solo. Alors que s'il avait été avec quelqu'un, il se serait appelé Dio. C'est un génie. C'est vraiment de la merde. Mais ça va, c'est dans les 10 premières minutes du film, après t'es débarrassé de ce genre de conneries. Ouais. Après, c'est pas un film très utile, quoi. On l'aurait pas eu, ça n'aurait rien changé. Mais, j'ai envie de dire que c'est pareil pour Rogue One, ou la nouvelle trilogie, ou même la prélogie déjà. Donc au final, est-ce que c'est vraiment un reproche qu'on peut lui faire? Moi j'attendais un divertissement qui tient la route et qui allait me faire plaisir, et c'est ce que j'ai eu. C'est sûr, c'est petit bras après un Last Jedi très réussi, mais j'attendais tellement rien de ce film à la base, alors que maintenant je cracherai pas sur une suite, je vais pas me plaindre. Parce que c'est aussi ça le cinéma, ce sont des moments de plaisir partagés avec des gens qu'on aime et qui... Oula, il y a quelqu'un qui a écrit des conneries sur ma chronique. Pardon. Ah ouais, je crois bien, ouais. Je vais t'interrompre là. Donc ouais, c'est très sympa et hautement recommandable, peut-être pas pour un fan de Star Wars, parce qu'on est comme les supporters de foot au final. On parle plus souvent des cons, mais il y en a des biens, cachés. Bref, mangez-en du Solo. Ah oui, mais j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ça. Ce que tu viens de dire. Tu l'as déjà dit dans l'émission à un moment, non? Mangez-en du Solo? Ouais, tout ça, là, les fans de foot et compagnie. Oui, c'est parce que moi-même je le fais souvent, je chie sur les fans de foot parce que ils sont cons, quoi. Donc c'est sorti chez Artus Film, qui n'a rien à voir avec le comic Solo Artus. Ah ouais, puis belle édition. Et il y a les bandes annonces aussi d'époque. La bande annonce de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc là on passe sur le gros film rien à foutre de l'émission. Enfin ça c'était à la base, parce que le précédent était tout naze, et que de toute façon si Jurassic Park est un excellent film, c'est aussi et surtout une franchise de merde. Et là les connards ils te balancent Juan Antonio Bayona à la réal, le gros gâchis, mais le gros gâchis qui s'est filmé, et donc forcément ça titille un peu. T'as envie de voir, malgré Colin Trevorrow toujours au scénario. Et c'est là que ça coince. J'avais très peur d'un effet Kong Skull Island, à savoir un film vraiment très beau, mais dont l'écriture complètement indigente empêche toute forme de plaisir. Heureusement, il n'en est rien. Ceci dit, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est mal écrit. Non, pardon, c'est pas mal écrit, c'est complètement con en fait. Genre pas loin d'être pire que le précédent. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Le précédent Jurassic World était un film d'une bêtise crasse, filmé par un mec qui visiblement n'en avait pas grand chose à foutre de l'idée d'émerveiller son public. Soit l'anti-Spielberg. La manière dont il introduit les dinos est anti-spectaculaire au possible, il n'y a aucune saveur. Ici, Bayona, c'est tout le contraire. L'apparition du T-Rex par exemple, en plein orage, où on ne le voit qu'une seconde au moment où un éclair apparaît, c'est magnifique. Et c'est comme ça que s'ouvre le film. Et là tu te dis que putain, on est parti pour un ride jouissif. Bon, ça retombe un peu le temps de lancer l'intrigue du film, qui n'est pas aussi débile que le laissaient présager les bandes annonces, mais ça reste un peu gogol quand même. Après tout, pourquoi aller sauver des bestioles qui ont déjà tenté de tuer tout le monde à 4 putains de reprises? Mais Bayona fait passer la pilule et dès qu'on arrive sur l'île, c'est un plaisir quasi ininterrompu les enfants. J'étais scotché à mon siège, ça ne s'arrête jamais et surtout, putain, qu'est-ce que c'est beau. Le film est vraiment magnifique. Comme t'as le volcan qui pète, ça fait de la fumée, t'as un plan d'un long coup, c'est comme ça que je les appelle à cause de Petit Dinosaure et la Vallée Perdue, où il apparaît qu'en ombre finalement et c'est beau, c'est vraiment très beau. C'est dommage du coup de se taper le sidekick rigolo qui est juste ultra pénible dès qu'il ouvre la bouche. Il faut arrêter de vouloir foutre de la comédie partout, ça devient invivable. Fort heureusement, ça ne gâche pas trop le plaisir. Un peu comme dans cette émission. Exactement.
Et c'est qui le sidekick? Qui joue le sidekick? Putain, me demande pas son nom, je saurais pas te le dire. Ah, c'est même pas un mec connu. Mais quand je te dis... Bon, je pense pas. Mais quand je te dis sidekick rigolo, en fait, il fait pas vraiment des blagues, c'est juste qu'il a très peur partout, tout le temps. Donc forcément, il arrive sur une île où il y a des dinosaures, et donc, bah, il a peur. Ah oui, c'est drôle. Et c'est genre, il est tombé, il dit, oh, je suis pas encore mort. Et là, tu te dis, d'accord. C'est pas Rob Schneider? Non, ça aurait été lui aussi, ça avait été lui. Là, au moins, j'aurais rigolé un peu. Bref, ça c'est pour la première heure du film, parce que là on arrive sur une grosse vingtaine, voire quasiment 30 minutes, où le soufflet retombe et le scénario prend le devant sur le reste. C'est fini de courir dans la jungle, il y a des gens qui doivent parler. Et là, Bayona, bah il fait pas de miracle. C'est pénible, c'est horrible, c'est mauvais quoi. Si vous trouviez l'idée du dino génétiquement modifié de mes couilles du premier complètement à la ramasse, là ils recommencent. Mais ils vont encore plus loin. Je vais rien révéler, hein, mais c'est vraiment très con. Mais une fois qu'on a passé l'idiotie totale que représente l'intrigue principale du film, on revient sur nos dinos qui veulent bouffer du gens. Et c'est à nouveau vraiment bon. Bayona vient de l'horreur et ça se sent. Ce qui manquait au film précédent... De l'horreur, tu parles de l'orphelinat là? L'orphelinat, ouais. Ouais, c'est pas de l'horreur. Ta gueule. Ce qui manquait au film précédent, c'était des moments de tension comme celui des raptors dans la cuisine du tout premier film. La Bayona te fait ça sur 30 minutes. Mention spéciale à la séquence de la gamine dans sa chambre dont on voit un bout dans la bande-annonce. La scène dans son entièreté est formidable. Bref, parce qu'il faut conclure, bah là on te balance un autre bout de script complètement gogol et aléatoire. Une idée à la con que j'ai envie de vous griller, mais je n'en ferai rien, je vous laisse la surprise parce que c'est vraiment très con. Ça annonce un troisième volet pour 2021 qui, je n'en doute pas, parviendra à être le plus con de la saga. À moins d'un miracle comme Bayona qui parvient ici à sauver les meubles, je crois que les mecs foncent droit dans le mur. Mais compte tenu de la critique très indulgente, voire même bienveillante sur le précédent, je crains le pire. Un dernier point, ici il n'y a que Jeff Goldblum comme facteur nostalgique, contrairement au précédent qui t'en balançait ras la gueule. Et Goldblum, il sert à rien dans le film. Il a genre 3 minutes de présence à l'écran. Il est venu toucher son chèque quoi. Donc voilà, en conclusion, quand tu mets un réel qui s'est filmé, ça peut sauver un film, mais ça ne fait pas pour autant de miracles. On jugera mieux sur une seconde vision, mais en l'état, les images plus la musique de Michael Giacchino, perso, j'ai quand même pris mon pied. Pour résumer l'idée, hein, quand ça raconte rien, c'est bien. Quand ça essaie de raconter quelque chose, ça s'écrase. Voilà, c'est tout pour moi. Bastien, qu'est-ce que t'as vu de beau récemment? Attends, et Bryce Dallas Howard? Bryce Dallas Howard, on lui boufferait bien le cul, quoi, si je peux me permettre d'être un petit peu grossier et vulgaire. Alors, mais cette fois, elle ne court pas que des talons, donc c'est très bien. Non, bah, les personnages, tu t'en fous un petit peu, quoi. Tu t'en bats les couilles. Il y a un moment, la gamine dont je parle, elle a peur, et puis t'as comment il s'appelle, Owen, donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui arrivent. Oh, je pourrais bien avoir des amis en ce moment. D'accord, on peut avoir des amis, puis ils se partent ensemble. Non, je te dis, en termes d'écriture, c'est vraiment, les dialogues sont pourris. Est-ce que le sidekick c'est Ellie ou Franklin? Putain, bonne question. Je crois que ça doit être Franklin. Alors Franklin, c'est le monsieur qui a un petit peu de couleur. Oui, voilà. Ah d'accord, ok. Alors je regarde, il s'appelle Justice Smith, c'est son vrai nom. Quel homme. Je préfère Victoria Justice. Oh putain, il a fait une filmographie où il n'y a que Seb qui a vu les films, je pense. Ah, attends, je vais checker. Justice Smith, putain, c'est pas facile à dire. Pepperton, j'ai vu. The Get Down, j'ai pas vu. Everyday, j'ai pas vu. Oh putain, il jouait dans la série Les Thunderman, le truc qui passe sur Gulli qui est absolument à chier. Enfin, il a fait 2 épisodes. Non mais attends, le mec il sort de n'importe quoi, il a rien fait en fait. Ah, je vois beau. Un peu Thundermans, l'affiche est très bien. C'est waouh. Voilà, mais je suis content, j'ai pu passer le nom de Victoria Justice, qui a une carrière un peu pourrie mais qui est choupine à mort. Voilà. Justice League. Est-ce que le 3e épisode est déjà sûr d'être réalisé par Trevorrow ou c'est il me semble que c'est Trevorrow qui est officiellement annoncé. Me semble-t-il. Ah, il va être dans Détective Pikachu, Justice. Et attends, il y a aussi notre ami Ryan Reynolds dedans. Ouf, très bien. Attends, il y a qui d'autre dans le film? Laisse-moi. Suki Waterhouse, putain, attends, après Justice. Attends, Suki Waterhouse aussi, ça vaut le coup, hein, les gars. Voilà, je voulais juste préciser. On parle un peu. Il y a Rita Ora dans Détective Pikachu. On s'en bat les couilles de ce que je dis. De ce remake de Last Jedi qui est lancé sur le net, c'est fabuleux. Ah oui, c'est magnifique ça. Encore des génies. Tu as suivi cette affaire, Bastien, ou pas? Oui. C'est beau quand même. Écoute, si ça se faisait vraiment, ce serait marrant. Et Ryan Johnson, il encourage. Hein. Ouais, bah, le truc qui me fait le plus marrer, c'est Seth Rogen.
qui leur parle mais super sérieux, il leur pose plein de questions sur la manière dont ils vont réussir à faire le truc, et il est vraiment super premier degré, il pose des questions super sérieuses et les réponses sont à chaque fois un plaisir absolu de débilité. On peut rappeler pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant, certains fans de la saga Star Wars veulent remaker The Last Jedi pour en faire un peu ce qu'ils veulent. Et Seb, t'es peut-être plus au fait que moi vu que t'as vu le... J'ai pas trop suivi, mais à mon avis ils sont pas contents que Luke Skywalker mort. Spoiler. Et ils veulent changer tout ça, quoi. Voilà, donc une idée qu'on peut soutenir. Hein. Ah bien sûr, moi ça me ferait marrer qu'ils arrivent à le faire et que ça ressemble à Jurassic Games. Un grand film genre Asylum. Voilà, les prods d'Asylum. Nos Italiens à nous, maintenant. Avec moins de rigolade, quand même. Donc, t'as fini, Seb. Ouais. Bastien. Ouais. Tu vas pouvoir y aller. Je vais pouvoir y aller. Faire mon petit décrassage des dernières visions. Ce sera une chronique un peu particulière. Bon, ça donne pas grand chose forcément en podcast, mais pendant toutes mes critiques, je fais de la floss dance, hein, cette petite danse qui fait un tabac en ce moment dans les cours de récré et à la télévision. C'est la danse des bras là. Ouais. Et comment t'appelles ça, toi? La floss dance. F-L-O-2-S. Floss dance. Ouais. Ah d'accord, je connaissais pas le nom. Je suis content de ne même pas connaître la danse. Je vois ce que c'est, forcément, ayant une héritière dans la cible, mais ouais. Je savais pas le nom. Ah, c'est fou, hein. Pour ça je me remerde plus à faire des critiques, à travailler tout ça, hein. Je fais juste une floss dance pendant l'émission et on va avoir des millions de clics, je pense. Ah mais c'est le truc avec le gamin du backpack là, qui avait un cartable et qui faisait son truc à la con là. Ouais, ça doit être ça. Putain. C'est ridicule. C'est comme limite... le dab et ce genre de conneries, quoi. Ouais, mais limite, comment ça s'appelait le truc avec les Fuyo Kids là, pareil. Tectonique. Avec la tectonique, limite c'était mieux quand même. Enfin, je sais pas. T'as quand même l'air d'un con 5 ans plus tard quand plus personne n'en parle et qu'on ressort les les images. Ça, quoi. Parce que je me souviens de Véronique Jeunet. Bon, tu me diras, c'est Véronique Jeunet quoi. Véronique Jeunet. Mais je me souviens de l'avoir vu à la télé le faire, donc si tu veux. Putain, ah non mais Véronique Jeunet quoi. Waouh. La meuf qui fait les pubs. Dans Bug. Oui. La meuf qui fait les pubs pour le jambon, machin chose. Voilà. C'est quoi ces préjugés? Voilà, on en revient à la viande. C'est quoi ces préjugés? Écoutez, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, tu nous saoules. Bon, en tout cas, ça va être une émission vraiment éclectique, hein, parce que quand je regarde ce dont je vais parler, je me dis que ça part aussi dans tous les sens. Bon, on va commencer avec une bonne petite merde qui nous est arrivée sur les internets il y a peu et qui est sortie au cinéma, je crois, et on ne sait pas trop comment. C'est le Death Wish de Eli Roth, nouvelle version d'un justicier dans la ville avec... Parce que Eli Roth. Oh non, mais non. C'est Eli Roth, ça se prononce, mais donc si vous dites Roth, moi je Roth. Je suis désolé. Eli Roth, donc qui a fait une nouvelle version d'un justicier dans la ville avec Charles Bronson à l'origine, et maintenant c'est Bruce Willis qui endosse le rôle. Et donc le film a eu des échos plutôt positifs du côté de une certaine presse. Ouais. Notamment Mad Movies pour ne pas le citer. Absolument. Et je ne comprends pas trop quand j'ai vu Le Bousin, parce que c'est un film d'une laideur absolue déjà. J'en ai vu des films de merde, mais alors celui-là, il se pose aussi là, parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi il sert ce film. Parce que donc ça reprend tous les clichés du Vigilant Movie qu'on connaît tous, hein, mais en plus ça n'apporte vraiment rien de neuf au genre. J'ai pas senti un double discours sur notre époque comme certains ont pu le voir. Bruce Willis fait du Bruce Willis comme il fait depuis quelques années, donc il en a strictement rien à péter pendant tout le film, et d'ailleurs tout le monde en a rien à péter pendant tout le film, je pense, parce que c'est vraiment un film de branquignol. Et Eli Roth était remonté un petit peu dans mon estime quand il avait fait ces petites conneries là de Knock Knock et Green Inferno, qui étaient pas forcément pas terribles, mais au moins avait son style. Et non, mais les hostels quand même, merde, c'était ouais, bien les hostels. Mais là il y avait quand même il y avait quand même un truc quoi, dans ces films là, mais là ça pourrait être fait par n'importe qui. C'est le degré zéro du cinéma, ce film. Il n'y a absolument rien à sauver. Seb, toi qui l'as vu aussi,
Bah, je l'ai vu, mais je l'ai oublié, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, tu regardes déjà, comme tu dis, Bruce Willis, il n'en a plus rien à péter, il fait même pas d'effort. Ça me fait super peur pour Glass, d'ailleurs, qui m'inquiétait déjà à la base sans Bruce Willis qui joue comme une merde. Mais ouais, non, je sais pas, j'en ai strictement rien à péter de ce film. C'est de la merde, quoi. Il doit y avoir une mort violente, je crois, avec une voiture qui se fait aplatir. Enfin, le mec est sous la bagnole, donc il se fait aplatir, et donc il doit y avoir une petite explosion de crâne, mais vraiment en plus très peu de choses gore. C'est gentil, quoi. Et Eric Zemmour, il en a pensé quoi? Je crois Il a trouvé qu'il n'y avait pas assez de noirs morts. Ah. Ouais. C'est quoi, c'est des latinos, les méchants, ou non, c'est carrément des blancs Je sais même plus. Je sais plus trop. C'est des petits trafiquants du coin, quoi. Mais... Ouais, carrément. Puis en plus, il est devenu médecin dans ce film-là. Donc, c'est un peu ça l'originalité. Ouais, c'est ça, là, c'est l'originalité, c'est qu'il est du côté de la médecine. Donc, Charles Bronson, fais pas la gueule. Pas la gueule. Bon, alors passons pour ceux qui savent d'où vient cette réplique, écrivez-nous. Et on vous enverra un t-shirt de l'émission. On va passer. C'est moi qui vais devoir faire le t-shirt, je le sens. Avec deux films français, parce qu'on adore le cinéma français dans Bug, donc j'ai décidé de parler de deux films français, parce que c'est quoi ces préjugés, deux films de genre. Le premier, c'est Burn Out, réalisé par Yann Gozlan, qui avait fait Un homme idéal avec Pierre Ninet. Et donc c'était nul, ça. C'était pas GG, ouais. Je te parle de Burnout là, en fait. Ah, tu l'as vu? J'ai pas vu l'autre. Ouais, je l'ai regardé pendant la semaine. J'ai trouvé que le film était plutôt honnête. Il se regarde plutôt bien, mais après effectivement c'est parce qu'on se met toujours dans la tête que donc c'est le cinéma français, donc il faut qu'on ne soit pas trop regardant sur ce qu'on nous propose, parce qu'on nous propose rarement des films d'action ou ce genre de choses. Puis comme nous, on n'est pas potes avec les gens qui ont fait le film, on va pas non plus... c'est ça. On va pas se voiler la face non plus. Donc l'histoire, c'est plus ou moins un mec qui est fan de moto et qui, sa meuf, va avoir une embrouille avec des petits mafiosos du coin, et donc il va avoir une dette envers eux, et donc lui va devoir travailler pour ces petits mafiosos avec sa moto, et donc... il va devoir mettre un petit peu la main à la pâte, et donc il y a des petites séquences effectivement de moto, tout ça qui sont sympathiques et assez rares donc à voir dans le paysage français. Mais après voilà, pas de quoi. Est-ce que c'est mieux que Torquay? Bah je l'ai pas vu Torquay donc. Non, on ne déconne. Attendez, je vais être sérieux 2 secondes là. Il y a des mauvais films et il y a Torque. Et Torque c'est génial, ok? Ah, tu dis Torque? Moi je dis Torquay. Moi je dis Torquay. Ouais, Torque. Ouais. On s'en fout. Ce film est génial. Et qui joue dans Burnout? Ça, c'est pas Pierre Ninet qui fait le motard. Hein, non, là c'est. C'est marrant ça, putain. Le mec pas crédible. C'est François Civil. Rien que le nom, c'est génial. Les mecs, c'est des pseudos, quoi. Ils osent même pas donner leur vrai blaze. Et il joue dans la série 10%, pour ceux qui. C'est pour ça qu'il joue si mal. Et puis la fille, c'est surtout Manon Azem, qui est une fille fort sympathique de chez nous, et qui aussi a une carrière qui est magnifique, puisqu'elle a joué dans Gangsterdam avec Kevin Adams il y a peu. Et dans l'autre film qui était pas trop mal, La Décolle, dont je ne me souviens plus, ça ressemble à toute épreuve le titre, mais c'est pas ça. Bad Buzz. Ouais, je vois de quoi tu parles, et c'était sympa aussi que ce film, ouais. Mais là le nom m'échappe. Donc ouais. Il y avait la fouine dedans, ce qui était déjà pas super rassurant. Ouais, il y avait la fouine, ouais, exact. Et donc le deuxième film de genre. Preuve que c'est. Ah bah voilà, c'était carrément ça. Putain, quand même, quand tu vas à ton vidéoclub, hein, imaginons que les vidéoclubs existent encore, et tu arrives au guichet, tu demandes à toute épreuve, et qu'on ne te file pas le John Woo, on te file ça. Bah ouais. Une vie de foutu. Donc le deuxième film de genre, c'est le film qui a cassé les petits esprits bourgeois français, avec le Rape and Revenge. Revenge. Ah, il a joué lequel? Le film donc d'une réalisatrice donc qui est un Rape and Revenge, donc ces films de femmes qui se font violer et qui se vengent en tuant leur agresseur. Ils sont jamais contents de celle-là.
Alors, pareil, hein, que dire, pas d'une originalité folle, hein, ça reprend tous les schémas classiques du genre. Après, le film a pour lui... C'est quoi le titre? Parce que tu n'as pas donné le titre. Ah, c'est Revenge, justement. Ah bah ouais, c'est vrai, j'étais parti sur autre chose. Revenge, voilà. Alors c'est pareil, là, imagine, on est en 2018, il y a encore des vidéoclubs. Tu vas au comptoir et tu demandes Revenge et on te file pas le film avec Kevin Costner, on te file ça. Et bah une vite foutue. Et donc les petites choses sympathiques dans cette version, c'est que on a donc une petite ambiance parce que ça se passe dans le désert et donc moi j'avais jamais vu de Rape and Revenge qui se passait dans le désert, donc c'est toujours sympa d'avoir un décor un peu neuf. Après, le film n'est malheureusement pas assez transgressif ni choc. C'est assez gore quand même par moment, mais pareil, c'est parce qu'il faut recontextualiser tout ça parce que c'est un film français et qu'on n'a pas souvent ça. Et puis qu'en plus en ce moment on a l'affaire Weinstein et les femmes qui se soulèvent. Donc le film effectivement arrive Des femmes qui se soulèvent. C'est le Ou dire des obèses. Mais après. Voilà quoi, moi je préfère regarder mon I Spit on Your Grave et Ah, voilà. revenir. L'original, hein, pas le remake, Oui, l'original de Mers Archie. Je préfère ma Camille Keaton à Mathilda Luz ou je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est ça, Mathilda Anna Ingrid Lutz. Et c'est réalisé par Coralie Farja, quand même, il faut donner. Quand même. Mais après, c'est quand même moins chiant que Grave. Au moins, celui-là, il est quand même fun. Donc, parce qu'il y a quand même ce petit côté un peu snob, du coup, de faire du cinéma de genre. On essaye de. Ouais. Au moins, celui-là, il se regarde bien. Au moins, c'est pas compliqué de faire moins chiant que grave. Hein. Bon, je continue. Putain, j'ai l'impression d'être dans les soudés. Je continue. Nouvelle version de Fahrenheit 451 par la chaîne HBO. Bravo. Ça a été diffusé, pareil, il y a 6 mois, je crois. Ça a même été projeté à Cannes, je crois, cette version. Exactement. Avec un casting plutôt alléchant, puisqu'on a Michael B. Jordan, votre ami de The Wire et de Creed, en acteur principal. Et de Friday Night Lights. Et Friday Night Lights, ouais. Qui affronte Michael Shannon, qui fait du Michael Shannon. Et de Black Panther. Exactement. Ouais. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux dans le Black Panther, alors oui. Et côté actrice, il y a la nouvelle meilleure amie de Alphonse, puisqu'il y a Sofia Boutella, ou je ne sais pas. Ah ouais, j'ai l'impression que je la découvrais, en fait, non, elle a une grosse hype, déjà, je suis dégoûté. Ouais. Donc, casting plutôt cool, nouvelle version, donc après le Truffaut film, et en fait à la base c'était un livre donc, de Ray Bradbury, pour ceux qui ont un petit peu de culture littéraire. Je crois que c'est dans son émission parallèle. Enfin, excusez-moi, j'ai récemment lu le dernier épisode de Twilight parce que c'est mon livre préféré, donc s'il vous plaît arrêtez de juger. Et vous savez qu'il y a encore un nouveau 50 Shades qui va arriver, donc calmez-vous quoi. Parce que maintenant elle ressort les livres mais avec le point de vue de Christian. Oh putain. Ouais, c'est un gros pervers psychopathe. Dis-moi les films. Donc oui, l'auteur Seb qui nous parle. Que dire de Fahrenheit 451 que pareil c'est le film qui sert un petit peu à que dalle quand tu l'as terminé. Ils ont essayé de moderniser un petit peu le truc, mais après le problème c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, donc c'est assez pauvre visuellement, c'est pas ouf quoi. Tu sens que c'est HBO, c'est du télévisuel quoi. Je sais même pas comment il est arrivé à Cannes le truc, ça n'a pas du tout un aspect cinématographique. Il y a cette mode, j'ai l'impression de le dire à chaque émission, mais t'as l'impression de voir un Black Mirror épisode, c'est encore la même chose pour cette Fahrenheit 451. Tu retrouves les mêmes trucs avec les écrans futuristes et compagnie, l'aspect mélancolique, les technologies c'est le mal et compagnie, donc je commence un peu à avoir marre de tout ça. Le film survole un peu tout, que ce soit son sujet, les personnages, t'en as un petit peu rien à foutre pendant tout le truc. C'est malheureusement un peu trop simpliste. Et c'est un petit peu dommage parce que quand on voyait du cool cast, on se disait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Moi, Michael B. Jordan, il me saoule. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps la même tête.
Vous, je sais que vous le kiffez, mais moi, Oh là là. il me court sur le haricot. Raciste. Et je pense qu'il faudrait qu'il fasse. C'est quoi ces préjugés Faut C'est qu'il ait- quoi ces préjugés J'aimerais bien le voir sourire un jour au moins. Là, dans le film, je crois il sourit à un moment quand même. Il fait pas tout le temps la tronche, mais. Et on sent qu'il a une vie pas facile, ce garçon. J'ai l'impression il a du mal à exprimer sa joie. Alors, en plus, je vais rappeler quand même que Mel Gibson, à une époque, était attaché à faire le remake de ce truc, et avec Tom Cruise dans le rôle principal. Alors, donc, autant vous dire qu'on n'est pas passé loin d'un truc sympa. Un petit chef-d'œuvre. Et alors que ça, effectivement, j'ai l'impression que ça fait complètement un gros pchit, parce que ça a dû être diffusé genre quelques jours après Cannes, et que, Ouais. bah, voilà, complètement sous silence. Encore ces petits trucs qu'on nous survend, et puis qu'en fait, comme le Cloverfield et compagnie, là, que. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là. Je m'en remets pas encore du Cloverfield paradoxe. Bah, passons aux choses sérieuses. Bah maintenant. non, tu me demandes d'abord ce que j'ai pensé du film, vu que je l'ai Ah vu. oui, c'est vrai que tu l'as vu, Seb. Ouais, bah j'ai rien à dire, tout ce que t'as dit, je suis d'accord. Voilà. Je voulais donner mon avis. Il faut suivre le fil conducteur de l'émission, Bastien, voyez. C'est vrai. Là, je pense qu'il ne l'a pas vu. Donc, le film dont je vais parler maintenant, ça s'appelle Tiger on the Bit, qui est un film hongkongais de la fin des années 80 avec Chow Yun-fat. Oh putain. Que j'ai regardé parce que j'ai écouté du coup un podcast de Super Ciné Battle, je crois. Ah. Et donc, il parlait de ce film et je me suis dit, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc, j'ai été checker sur internet et j'ai été le visionner du coup. Et grand bien m'en a fait parce que c'est un film qu'il faut voir. Donc, c'est une espèce de l'arme fatale hongkongais d'époque. Donc, un buddy movie avec Chow Yun-fat. Attends, ils en ont parlé dans un Super Ciné Battle de celui-là? Bah, vaguement. Et je sais pas s'ils ont chroniqué le film. Comme moi, j'ai pas entendu la chronique du film, mais apparemment, Ouais, ils en avaient déjà c'est ça. parlé ou je sais pas quoi. Parce qu'il Ça, était ça dans me leur dit rien, classement. Je sais pas. Ah ouais, c'est peut-être dans les premiers. Et donc, bah, pour le coup, là, t'as des scènes qui vont me rester, même si le film est extrêmement inégal, hein, parce que. Mais il a le mérite de ne faire qu'1h29 et d'aller toujours à l'essentiel. Et même, donc, c'est une comédie plutôt, hein, mais pas forcément très drôle, parce qu'on n'a pas forcément le même humour que les Hongkongais. On a un Chow Yun-fat qui perd toute crédibilité dans ce rôle, puisque là il est dans un rôle totalement over the top de cabotinage, il en fait des caisses. Donc quand on l'imagine dans The Killer en tueur silencieux, c'est totalement l'opposé là. Mais après, comme je vous le disais, il y a des trucs incroyables dans le film, parce que donc à un moment il est dans un petit resto et puis il sort la boîte de 12 œufs et puis il est en train de les casser dans son verre et puis il fait Bruce Lee l'a appris à Jackie Chan, Jackie Chan l'a appris à Alain Delon l'a appris à Stallone l'a appris à T-Lung et T-Lung me l'a appris, et là il avale le verre cul sec de 12 œufs. Et puis là tu vois qu'il enchaîne en plus avec un verre de lait qu'il boit cul sec sur un seul plan, donc il rajoute en plus un truc plus fort que les autres. Sans vomir. Enfin, c'est un épisode de Jackass. C'est ça. Et la scène finale est totalement folle. Les 10-15 dernières minutes, bah là ils mettent le paquet niveau action, et là ça y va. Il y a des idées de fou où en fait Chow Yun-fat a accroché une espèce de. Il a un fusil et il y a une corde au bout de la gâchette, et en fait. Bah, il se cache derrière des murs, puis en fait avec sa corde il balance le fusil, puis il arrive à tirer sur les gens en même temps. C'est génial. Et puis il y a une scène incroyable aussi de face to face de tronçonneuses. Les deux mecs ont des tronçonneuses et ils font un combat de 3-4 minutes, tronçonneuse contre tronçonneuse, et bah, c'est super bien chorégraphié, tu comprends tout ce qui se passe, parce que c'est Gordon Liu qui doit être un des deux en plus acteur, donc forcément c'est des gens qui en plus savent se battre. Donc bah, moi je préfère 100 000 fois. Tronçonneuse contre tronçonneuse, j'ai très envie de voir, hein, quand même. Ouais, ah bah, on la postera je pense sur le bug Twitter, parce qu'elle est trouvable sur internet. Le film est surtout connu pour ce fight là. Et ouais, bah moi je préfère 100 000 fois voir des films comme ça, où même s'il y a que 2 scènes ou 2-3 trucs de bien, au moins ça va me rester que tout ce que je vous parle depuis tout à l'heure, qui ne propose rien de bien original. Et le film est en plus, j'ai vu tout à l'heure, réalisé par en fait, parce que là du coup j'ai l'impression il a d'autres noms des fois. C'est Chia Liang-lu. Ouais, c'est Lu Qianlong, celui qui avait fait la 36e chambre de Shaolin, donc c'est quand même pas n'importe qui.
Attends, moi au niveau du Real, j'ai Locarlung. Ouais, Ah, c'est bah, c'est ce nom-là que j'avais à la base. Et en fait, du coup, il a le nom de Liu Xiaolang. mais c'est un bordel monstre pour les films hongkongais parce que pour moi c'est le réalisateur de Drunken Master, mais je sais pas si c'est le 1 ou le 2 en fait. Mais je suis pas sûr que ça soit le réalisateur de la 36e chambre de Shaolin. Et Tilong joue aussi dedans à un moment. Faut qu'on enquête. On va enquêter. Et il y a eu une suite, mais il n'y a pas Chow Yun-fat dans la suite, mais il y a l'autre acteur qui joue avec lui dedans. Parce que du coup, l'autre acteur, je le connaissais pas. Et il a une belle veste, de, comment on dit, de jean en jean, voilà, d'époque. C'est années 80 quoi. Voilà. Donc, Si je peux me permettre, Locarlung, d'après Wikipédia, est aussi connu sous le nom de Liu Xiaoyang. Ah bah voilà, moi j'ai Et parmi ses travaux les plus connus, il y a Drunken Master 2. Ah c'est le 2, Donc, d'accord. Voilà. Donc moi j'avais un Drunken Master, mais j'étais pas sûr que c'était le 1 ou le 2. Drunken Master 2, très bon film avec un combat final absolument démentiel. Drunken Master 2 que j'ai découvert enfant et qui m'est bien resté, oui. le premier aussi était très bien. On en parle moins, mais il était très bien aussi. Et enfin, mon coup de cœur de cette émission. Coup de cœur Netflix, pour une fois. Oula. Oh. J'ai rattrapé mon retard, hein, ça date d'il y a plus d'1 an, mais je l'ai enfin regardé. Cette série documentaire intitulée The Keepers. Ah oui, d'accord. Donc, vous voyez un petit peu la mode de ces documentaires réalité comme Making a Murderer qui sont basés donc sur des histoires un peu criminelles et donc on retrouve les gens 500 ans plus tard et on essaye de faire un peu la lumière sur ce qui s'est passé. Je crois que j'en avais parlé dans un bug de Keeper à l'époque. Mais je l'avais pas chroniqué, hein, j'en avais parlé. Ouais, tu l'avais évoqué. Ouais. Et donc en fait là c'est l'histoire d'une nonne qui est retrouvée morte qui travaillait dans une école catholique et après en fait donc dans cette école catholique on va découvrir qu'il y a des enfants qui ont subi des attouchements, des viols et compagnie par un prêtre de là-bas et donc on va essayer de faire un peu le lien entre tout ça avec ce meurtre. Est-ce que les gens qui ont violé étaient impliqués, tout ça, l'église qui essaye de taire tout ça, des choses, et donc ça dure plus de 7 heures. Et c'est absolument fascinant à regarder pour peu que vous aimez vous plonger dans la psyché macabre et du mal humain. En plus, ça se passe à Baltimore, donc vous avez un petit côté The Wire. Parce que le fait divers a eu lieu à quelle époque Du coup, c'est en hiver. C'était dans les années 70. Donc ça remonte de plus de 40 ans, je crois. Et c'est un peu le problème du truc, du coup, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont morts depuis. Et puis après, je vous spoil un peu le truc, mais en fait, à la fin, on n'a pas on ne sait pas la vérité totale. Hein. C'est pas... on n'a pas la vérité vraie absolue. Voilà, il y a des interprétations et tout ça, mais vous n'avez pas la clé ultime de toute l'histoire. C'est un peu la méthode Netflix, c'était un peu pareil pour le Wild Wild Country où voilà, tu n'avais pas vraiment de... Mais du coup, ils sont très bien réussis ces documentaires-là, je trouve, au niveau du montage et tout ça, où ils font ça vraiment comme si c'était une fiction. Tu as des révélations qui sont données un peu en fin d'épisode pour accrocher le spectateur. Tu suis des personnages comme ça au fil des épisodes et en fait des personnages qui sont des gens quand même, des vraies personnes. Mais tu as l'impression de suivre des personnages de séries télé. Alors, pour ce peu que vous aimez ce genre-là, je conseille donc ce documentaire-là de The Keepers. Il n'y a aucune longueur, parce que tu as dit que ça faisait 7 heures quand même, donc sur un fait divers, ça peut être quand même particulièrement... un peu comme un peu le problème qu'il y a souvent avec ce documentaire-là, c'est que c'est un peu moins foufou sur la fin, sur le dernier épisode. Parce que moi j'ai peut-être été déçu aussi, j'attendais peut-être effectivement avoir la clé ultime du truc et que je l'ai pas eu, mais... Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait un épisode acheté ou pas. À chaque fois, ça s'intéresse quand même à un point précis de l'affaire. Donc, chaque point est intéressant. Ils étirent pas non plus. Jusqu'à la overdose. Ouais. On le rappelle souvent, mais il faut souligner quand même la qualité des documentaires qui sont proposés par Netflix. C'est bien un truc qu'on peut leur laisser, c'est ça. Surtout qu'il y a 2 semaines, on leur a quand même bien chié sur la gueule, quoi. C'est clair. Et a raison, il faut bien le dire. La qualité de leur documentaire, et puis surtout la visibilité
qui est offerte grâce à la plateforme. Parce que il faut le dire franchement, moi les documentaires, s'il n'y avait pas Netflix, je ne regarderais jamais. Et là, du coup, grâce à eux, c'est vrai que on a de quoi faire et il y en a des franchement très très bons. Donc, voilà. Est-ce que tu as fini ton petit inventaire, J'ai fini, ouais, c'est bon. Bon, très bien. Alors je voulais revenir juste avant de conclure cette émission sur ce que vous avez parlé là pendant que j'étais pas là, vous en avez profité pour parler de la bande-annonce du prochain Halloween. J'ai entendu des choses qui étaient des vertes et des pas mûres. Hein. Je relèverai pas Sébastien qui dira que le John Carpenter, j'ose même pas dire ces mots. J'y peux rien si John Carpenter c'est cheap. Pas ma faute. Cheap, la série. Ouais. Non, par contre, je suis d'accord avec toi sur les Rob Zombie. Moi, j'aime bien les deux épisodes d'Halloween de Rob Zombie. Ils sont tout à fait honorables et j'aime beaucoup le 2, même qui est complètement taré. Donc voilà sur ce premier trailer qu'on a eu là pour le prochain, donc annoncé pour la fin de l'année. Là pour le coup, ce que vous disiez, vous étiez plutôt j'étais plutôt d'accord avec vous. Ça a l'air d'être plutôt violent, plutôt badass. Le Michael Myers qu'on aime, bien mastoc, bien massif, physiquement costaud, il est là. Jamie Lee Curtis, j'espère que son rôle sera pas si prépondérant que ça. Parce que j'adore Jamie Lee, mais si c'est pour en faire une vieille mémé badass, ça peut vite tourner au ridicule cette histoire. Et voilà, non, mais après, wait and see comme d'habitude, mais ce que j'en ai vu augurait au moins un truc potable, pas une grosse boussasse. Donc voilà. Et du coup, pour le remake de Suspiria, non, vous en aviez parlé de ça? Non, je crois pas. Non, voilà, on a bande-annonce qui était parue peut-être 3-4 jours effectivement, avant. je l'ai vu aussi. Voilà, je pense que le film va diviser clairement. C'est très ambiance Black Swan d'Darren Aronofsky avec une lumière très grisâtre, un truc un peu dépressif et compagnie. On est loin de l'orgie de couleurs de l'original d'Argento, mais disons que cette bande-annonce m'a pas fait fuir. Pareil, peut-être que. Et là, pour le coup, ils ont choisi un réal très intéressant et très malin, je trouve. Alors, c'est le mec de Call Me By Your Name. C'est ça. Et alors là, le mec, il fait un putain de grand écart quand même. Ouais. Est-ce que Sufjan Stevens sera la BO de Suspiria? Suski Suspiria. Mais non, je crois que c'est déjà Tom York qui est associé à la BO, si je me trompe pas. Ah oui, je crois qu'effectivement. Je crois qu'il y avait du Tom York qui était annoncé. Donc voilà. Sur ce, est-ce qu'on va conclure, les gars, ou est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Non, on conclut? Très bien. Eh bien, d'ici là, on se revoit très rapidement, d'ici 15 jours. Je rappelle les comptes Twitter de tout le monde. Donc Seb, c'est toujours Grumpy Seb. Je suis toujours Alphonse Dadet pour Bastien, alors que Seb continue de m'appeler Tony, je ne sais pas pourquoi. Et l'émission... Si tu veux, je t'appelle l'autre enculé, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Et l'émission, c'est Bug le podcast. Et ton compte Twitter, Bastien? C'est Derek Pierce. Ah bah si ça ne veut pas partir... Je l'attendais, je me dis ça part pas, c'est bizarre. Derek Pierce, inspecteur de l'amour. Ma lenteur légendaire n'a d'égal que la douceur dont je fais preuve. Et parfois oui, il m'arrive de sortir mon arme. Mais toujours à bon escient. À bon escient, oui. Voilà les garçons. Est-ce que les coups partent tout seuls? Oui, ça part tout seul et... Voilà. J'ai une bonne recharge. Sur ce, nous allons conclure. Nous sommes sous la barre des 1 heure. C'est parfait pour le montage de Seb. Oui. Donc d'ici là, les auditeurs, continuez de nous kiffer et d'ici là, portez-vous bien. À plus tard. Ciao, ciao. Allez.